va maintenant pouvoir les partager avec tous nos experts que j'invite à me rejoindre sur scène et ils sont nombreux. Béatrice, Emmanuel, Mathieu, Frédéric, Stefano, je vous invite à vous asseoir à mes côtés et je vais récupérer donc les questions. Alors, le jeu, vous l'avez compris, la salle a voté et a envoyé des questions qu'on a donc repris ici. Frédéric, hop, Mathieu, hop, et il nous reste Stefano. Voilà. Donc, on a des questions qui ont été remontées, donc vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Je propose qu'on commence par Emmanuel. Donc, les questions du public. Première question, je vous invite à prendre votre micro et à la lire à haute voix. Bon. J'ai vu passer votre initiative sur les poulets. Concrètement, comment ça marche pour les clients ? Alors, comment ça marche chez Carrefour, blockchain et poulet, concrètement ? Je peux le montrer ? Ah, bien sûr, si vous voulez le montrer, on a Allez. le post qui est là. Du coup, j'ai plus de micro. C'est-à-dire que vous allez pouvoir nous faire une démonstration directement avec le smartphone. Je vous donne mon micro. Ça marche. Si. C'est de la poularde. Allez, on va dire que c'est à peu près la même chose. Celle-là, on la vend qu'à Noël. C'est pour ça qu'elle est un peu particulière. Le consommateur, il scanne un QR code sur un produit dans nos magasins. Et il arrive sur une page qui est générée dynamiquement. Ce n'est pas une application, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit de particulier sur le téléphone. Et bientôt, tous les téléphones, les iPhones le font déjà, seront capables de lire à travers l'appareil photo des QR codes, un peu comme les Chinois avec WeChat. Vous avez des questions sur votre poulet, vous avez des questions de confiance, vous avez des questions d'information. Le poulet est en vente libre, néanmoins, je sais qu'il est à consommer. Alors celui-là est un peu vieux, jusqu'au 3 janvier, c'est pour ça que c'était une poularde de Noël. Je connais sa date de naissance à mon poulet. Je sais où il est né, je sais par qui il a été élevé, de quelle date à quelle date. Je sais comment il a été élevé, quels sont éventuellement ses labels, qui les certifie. Je suis capable de les voir une petite vidéo. Je sais ce qu'il a mangé. Je sais, alors, comme on ne mange pas nos poulets vivants, je sais comment il a été abattu et par qui. Et je sais comment il est arrivé chez Carrefour. Donc concrètement, sur son smartphone, on a toutes ces informations qui peuvent arriver. Donc on voit que la démonstration est bien rodée. Vous l'avez sur la page du téléphone directement. Je récupère mon petit câble. Merci beaucoup. Stefano, question pareil, numéro 2. Alors en 2 minutes, si vous pouvez lire à haute voix la question. Alors, la blockchain garantit l'infalsifiabilité des données et facilite la traçabilité. Mais comment garantir que chaque produit correspond bien aux promesses faites aux consommateurs ? Par exemple, bio, sans OGM, vache pâturage, etc. Et ben justement, ça c'est un point important de la blockchain. La blockchain est un registre infalsifiable, mais ne garantit pas du tout que l'information enregistrée elle est vraie. Donc, on peut rendre infalsifiable une donnée fausse. Donc, il est fondamental de valider les informations avant de les enregistrer. Nous, chez Connecting Food, on a développé une solution, un ensemble d'algorithmes qui permettent d'auditer la donnée collectée à chaque étape de la filière, tout au long du parcours du produit, produit par produit, et vérifier qu'elle correspond bien au cahier des charges. Tout est digitalisé, donc quelque part, on a des algorithmes qui reproduisent le travail d'un auditeur. Donc, une fois qu'on sait auditer la donnée pour chaque produit, du coup, on peut l'enregistrer sur la blockchain et rendre une donnée juste et infalsifiable et l'amener jusqu'au consommateur. Mathieu, c'est à vous. Petite question. Une grosse question en fait. Blockchain for Good, quel enjeu de gouvernance ?
Ah, c'est plutôt court en fait. Oui, c'est court, mais le sujet est gros. Je dirais que blockchain, c'est une très belle promesse de partage d'informations dans des environnements un peu complexes. Mais blockchain, c'est qu'une technologie, c'est pas une solution en tant que telle, ça marche pas tout seul. C'est-à-dire que la façon dont on partage l'information dépend fondamentalement de comment on le fait, de comment on l'organise. Donc ça amène effectivement à cette question de gouvernance. C'est-à-dire que sur un réseau de partage d'informations en blockchain, quelle est la gouvernance qui fait qu'on crée les conditions où tout le monde est d'accord pour mettre de l'information. Et si on pense un peu à ce qu'est la traçabilité, c'est quoi? C'est aller chercher de l'information chez plein d'acteurs dans une chaîne industrielle, dans une filière industrielle. Et que ce soit dans l'agroalimentaire ou que ce soit dans d'autres industries, la caractéristique des filières, c'est qu'il y a des acteurs de taille différente, qui ont des enjeux différents, qui ont des rapports de force entre eux, entre un agriculteur et Carrefour, ou Casino, ou Système U. Et donc on ne peut pas, comme ça, arriver et dire vous savez quoi, vous allez partager de l'information, il faut qu'il y ait un certain nombre de règles, il faut qu'il y ait un certain nombre de barrières. Une des choses qu'on croit beaucoup chez Tilcal, c'est qu'en particulier, il faut que le réseau qui est mis en œuvre soit neutre. Il ne faut pas qu'il appartienne à quelqu'un. Il faut que ce soit un réseau dans lequel chacun et chaque acteur, indépendamment de sa taille, ait le même accès à la gouvernance du réseau, où chacun peut contrôler son information, décider avec qui il la partage, où chacun peut s'assurer que l'information n'est pas altérée. Et donc tout ça, ça amène à une situation où ça veut dire que dans un réseau de partage d'informations, si on veut que ça prenne, que ça se développe, que tout le monde accepte de jouer le jeu, il faut que tout le monde puisse avoir une copie en fait physiquement de l'information et de la data. Et ça en particulier parce que c'est une caractéristique essentielle des blockchains, c'est-à-dire que toutes les promesses dont on parle à longueur de journée, la donnée est immutable, on peut pas, elle est auditable, elle peut servir de preuve, etc. Tout ça, ça repose sur une seule chose, une seule. C'est que cette donnée dans la blockchain, elle est détenue de manière distribuée par des acteurs qui ont des intérêts qui ne sont pas convergents. Donc si on se retrouve, ce qui arrive parfois quand on creuse un petit peu dans des systèmes où en fait toute la data, toutes les copies de la blockchain sont chez un seul acteur, aucune des propriétés des blockchains ne s'applique. Donc c'est extrêmement important. Et en plus, ça crée le fait que chacun puisse posséder une copie de la donnée, ça crée une situation où chacun peut avoir confiance sur le fait que il va déposer de la donnée, il va la partager, mais il va probablement en retirer de la valeur parce qu'il contrôle à qui il la donne et qui en fait quoi. Donc en fait, il y a une convergence entre la technologie et sa gouvernance. Et cette question de gouvernance, elle est absolument fondamentale. On va essayer de raccourcir les réponses pour prendre un maximum de questions. Frédéric, j'ai vu que vous aviez pris de l'avance, vous avez déjà tiré la question. Qu'y a-t-il d'inscrit sur ce petit bout de papier? Je vais vous le dire. Alors, quelles sont les marques qui vous font confiance aujourd'hui? Quels sont les secteurs sur lesquels vous intervenez? Qui sont vos partenaires? Alors là, je représente un projet qui s'appelle Ariani, qui permet, qui est un protocole qui permet à des marques de créer des certificats d'authenticité pour les objets qu'elles fabriquent. Et ensuite, ce certificat est stocké dans un wallet qui peut être dans un téléphone. Et l'idée, c'est de systématiquement faire correspondre l'existence d'un objet physique avec son pendant numérique. Voilà, avec toute la vie de cet objet. C'est une carte d'identité numérique de l'objet, en fait. Absolument, son passeport. Alors, je reprends la question, quelles sont les marques qui vous font confiance? En fait, c'est très particulier parce que nous sommes une association, donc une non-profit. Donc les marques ne nous font pas confiance, elles font partie de cette association et elles gouvernent l'association au même titre que les fondateurs que nous sommes. Alors pour l'instant, on est c'est vrai au début. Donc toutes les marques, là on s'intéresse en particulier au secteur du luxe et fashion. Toutes les marques aujourd'hui n'ont pas encore rejoint l'association, mais le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas une confiance à faire vis-à-vis de qui que ce soit, dans cette idée de décentraliser la gouvernance et de prendre des actions et des décisions ensemble. Mais en fait, les gens qui souhaitent participer se mettent autour de la table et participent aux décisions. Donc l'idée, c'est bien de réunir l'ensemble de l'industrie et de faire en sorte qu'on crée les conditions pour que des marques, et en particulier dans le luxe, qui n'ont pas l'habitude de se mettre d'accord, puissent discuter dans un environnement qui soit neutre. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait une association. Et qui sont vos partenaires? En fait, c'est tous les gens qui travaillent avec ces marques. C'est-à-dire qu'on est un protocole
On ne veut pas débloquer d'applicatifs. On peut en développer à titre d'exemple, mais l'idée, c'est que ces développements se soient appropriés par les marques elles-mêmes ou leurs prestataires. Ça peut être IBM, ça peut être Microsoft, ça peut être que sais-je. L'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse se l'approprier et qu'il n'y ait pas à intervenir dans l'intégration chez les marques, mais que ce soit quelque chose qui soit vraiment tout en bas, et qui permette juste de faire vivre, de créer ces certificats qui sont des tokens non fongibles, et de créer les conditions pour que n'importe qui puisse s'en servir. Merci J'ai fait Frédéric. court, hein. Béatrice, c'est à vous. Alors, quel est l'intérêt de la blockchain dans la supply chain de l'industrie pharmaceutique? Alors d'abord, je voudrais resituer juste en un mot la santé. Je pense que ça intéresse chacun de vous à titre très personnel et aussi vous tous à titre extrêmement collectif. Donc, c'est un petit peu la même histoire que pour le poulet, mais cette fois, on va parler de deux choses. Le médicament et également la protection des données, donc le carnet de santé. Donc la première chose que l'on souhaite avoir, c'est un médicament qui soit sûr. Et pour qu'il soit sûr, il faut qu'on puisse assurer sa traçabilité. Alors certes, on a tout un tas de réglementations qui viennent aujourd'hui nous apporter la sécurité avec la sérialisation depuis le début de l'année, mais ce n'est pas suffisant. Bon, il y a des failles dans le système et juste un chiffre, on a entre 10 et 30% de médicaments falsifiés qui circulent dans le monde. Plutôt dans notre secteur, ce serait plutôt 10%. 30%, c'est une moyenne. En Afrique, c'est 70%. Donc ça fait beaucoup, parce que les méthodes de vente ne sont pas les mêmes, etc. Donc il est urgent de s'assurer de la traçabilité du produit, du début jusqu'à la fin. Et l'industrie pharmaceutique est très engagée dans l'étude de ce mécanisme. Et la blockchain, c'est une des solutions. Alors c'est un outil, c'est une technique, c'est une méthode qui va venir compléter ce qui existe déjà avec la sérialisation. Donc ça, c'est le premier usage qui est le plus marquant. L'autre usage qui apparaît moins visible, mais quand même tout aussi important, c'est de s'assurer que ce même médicament, quand il est dans l'établissement de santé, il arrive chez le bon patient et qu'il arrive dans les bonnes proportions. Donc ça veut dire savoir gérer une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, par exemple. Juste un chiffre, le CHU de Strasbourg, c'est 1 million de médicaments qui circulent sur une année. Bon, ça fait beaucoup de patients, ça fait aussi beaucoup de médicaments. Donc il ne faut pas se tromper et il faut serrer chaque boîte et s'assurer qu'il n'y ait pas de falsification, etc. Et protection des données personnelles, du coup? Et alors, le patient, c'est facile de tracer un poulet, donc on va pouvoir tracer un patient. On fait de... Il hochait de la tête sur le poulet. Bon, voilà. L'identitovigilance. Donc, comment on va pouvoir tracer un patient et donc tracer ses données, les récolter. On sait qu'on a un espace numérique de santé qui est en train de se créer, on a des carnets de santé numériques qui sont en train de se mettre en place, on a le dossier médical partagé, mais il y a des outils qui sont en train d'apparaître sous forme de blockchain, qui sont par exemple le carnet de vaccination ou le carnet de santé de l'enfant. Parce qu'ici, je suis à peu près certaine que si je pose la question, vous avez tous perdu vos carnets de santé, papier. Quelques-uns disent non. Et la seule personne au monde qui détienne le carnet de santé, c'est encore sa maman. C'est à peu près ça. Donc si on a fait une étude, donc on sait à peu près. Mais bon, pour avoir dès la naissance son carnet de santé et qu'il suive tout au long de la vie et que les données soient protégées et que l'on puisse obtenir effectivement cette traçabilité et à la fois la sécurisation des données, eh bien la blockchain est un outil qui est intéressant. Tout ça, c'est en exploration. Je ne dis pas que tout est efficace, mais en tout cas, ça vaut le coup de creuser. Et la santé est un peu en retard, mais prendra probablement un temps d'avance. Je ne ressortirai pas l'enjeu 2022, on en a beaucoup parlé. Allez, Non. on se fait un jeu à 1 minute pour se faire un deuxième round de questions, parce que malheureusement, le temps file. Emmanuel, une deuxième question en 1 minute. Mélangez bien les papiers. Ouais, c'est comme vous voulez, il y a le choix.
Vous lancez aujourd'hui une blockchain dédiée à la purée mousseline avec Nestlé. Quels sont les éventuels écueils passés que vous ne reproduiriez pas avec cette nouvelle référence? On l'a lancé, donc on les a reproduits ou pas. Mais je pense que Qu'est-ce qui a été compliqué finalement? Le Qu'est-ce plus qui est compliqué compliqué, qu'on refait plus? Qu'est-ce qu'on commence à savoir faire? On commence à savoir faire, travailler à plusieurs. Bon, on a un avantage, c'est que nous, nos patients, enfin nos poulets vivent moins longtemps, mais on commence à savoir travailler avec des gens de tailles différentes. On se commence à tâtonner, mais à tâtonner bien. On tâtonne industriellement. Et puis, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les blockchains sont en évolution. Ce qu'il faut à un moment donné, c'est au-delà des idées, on en a tous les jours des idées. En fait, il faut agir aussi. Nous, on est très sensibles à ça. Et on voulait montrer que c'était possible. Et c'est pour ça qu'on a fait ces premières. La purée mousseline, c'est le premier produit en marque nationale blockchainé en Europe. Donc on est très content de l'avoir fait et d'avoir décidé avec Nestlé de le faire et surtout d'avoir travaillé ensemble avec eux pour leur dire si c'est possible, en 3 mois vous allez voir. Et on l'a fait. Stefano. Qui sont vos concurrents? Comment vous distinguez-vous d'eux? J'en ai un à ma gauche. Donc ça tombe bien. Après, l'écosystème des concurrents est assez large. Ça va, dans notre cas, des auditeurs classiques, les Bureau Veritas, etc., à des acteurs qui, comme nous, se sont lancés sur ce changement, l'utilisation de la blockchain pour la traçabilité. Il y a différents angles d'attaque. Il y en a certains qui ont plus des attaques de business intelligence, d'autres qui sont plus sur la traçabilité. Nous, on a choisi comme angle d'attaque celui de prouver au consommateur final que les promesses sont respectées à chaque produit et que donc, grâce à ça, il peut recommencer ou continuer à faire confiance aux marques et aux distributeurs pour leur MDD. Parce que s'il y a un enjeu majeur maintenant, c'est de reconnecter, d'où le nom de notre entreprise, reconnecter le consommateur final à son alimentation, vers lequel il a perdu pas mal de confiance, et reconnecter les maillons entre les distributeurs, les producteurs, les agriculteurs, etc. Donc, plein de concurrents, mais en même temps, on va tous bâtir un nouveau marché qui est à ses prémices, et dans 5 ans, on aura le temps de se battre pour la part de marché. Pour l'instant, on est co-constructeur du marché. Alors, j'ai vu Mathieu hausser les sourcils en prenant la question suivante. Quelle est-elle? C'est une question récurrente. Comment faire pour que l'information entrée dans la blockchain à l'origine soit juste? On en parlait tout à l'heure, oui. Alors, la réponse, elle est simple. C'est pas possible. C'est pas possible, mais en fait, c'est pas très grave parce que c'est pas vraiment l'enjeu. C'est pas possible, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe sur les supply chains. Dans les supply chains, il y a des gens qui fraudent volontairement. Vous avez des capteurs, mais les capteurs, ça tombe en panne. La pile tombe en panne. Je vais vous raconter une histoire très très rapide. On a un client, on fait de la traçabilité de ses camions et de la chaîne du froid. Leur problème, c'est que sur la route, c'est des produits qui sont acheminés en Turquie. Sur la route, l'été, quand il fait 45 degrés, les gars qui conduisent, quand ils mangent leur sandwich, ils ouvrent les portes. Okay, donc la chaîne du froid, elle est rompue. Donc comment on fait pour que l'information entrée soit juste? Quand le capteur il dit qu'il fait 45 degrés, il a raison. Mais ou si le gars il veut pas que ça se sache, il met un glaçon autour du capteur et puis il fait pas 45 degrés, mais la porte elle est quand même ouverte. Donc en fait, la question elle n'est pas de savoir si la donnée rentrée elle est juste ou pas. C'est une fausse question. La bonne question, c'est comment est-ce qu'on exploite de l'information à partir de la donnée qu'on a capturée. Parce que ce que une blockchain garantit, c'est que l'information n'est pas modifiée. Ça veut dire qu'on est capable de l'analyser. Ça veut dire qu'on est capable de comparer différentes étapes, de croiser des données et d'en tirer de l'information qui est potentiellement qu'il y a quelqu'un en rentrant de l'information qui a fraudé. Et ça, c'est bien plus important que d'essayer de courir après un Graal qui serait, on veut surtout qu'il n'y ait que de l'information juste, ça n'a pas beaucoup de sens. Frédéric. Alors, que se passe-t-il en cas de transfert de produits entre particuliers? N'est-ce pas à ce moment-là que le plus grand risque de contrefaçon intervient? Alors, c'est pas, la contrefaçon, c'est une des facettes, une des problématiques qu'on règle, pardon. C'est pas la seule. En réalité, la question, effectivement, c'est pas vraiment celle-là. La blockchain, elle permet de garantir qu'un certificat qu'on aura édité provient bien d'une marque.
Donc finalement, la rareté, on arrive à la créer de manière plus simple dans l'univers du digital que dans l'univers réel. Par exemple, aujourd'hui, on achète des baskets qui, sorties d'usine, valent très peu d'argent, c'est quelques dollars de fabrication. On arrive à trouver des baskets aujourd'hui dans le secteur du luxe qui valent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars. Donc finalement, la rareté et ce qui est important dans cette histoire, c'est de savoir d'où vient cette basket. C'est plus tellement de savoir ce qu'elle coûte à fabriquer, mais c'est en quoi est-ce que la marque lui a donné de la valeur. Et en fait, c'est d'autant plus intéressant de pouvoir certifier à un moment donné que le certificat qui, lui, peut être tracé provient bien de la bonne marque, que de savoir si le produit provient de cette marque-là. Et à partir du moment où on généralise cet usage-là, si on se dit que demain, tous les produits seront associés à un certificat digital, il n'y aura plus non plus d'intérêt pour des contrefacteurs de venir fabriquer des faux produits, puisque la seule capacité que vous aurez en tant que détenteur d'un certificat original sera de vendre une fois un faux. Donc on pense qu'en réalité, de manière mécanique, à partir du moment où l'adoption se produit, et elle va forcément se produire, je ne dis pas que ce sera nous, mais enfin a priori ça va se produire, la contrefaçon disparaîtra parce qu'il n'y aura pas d'intérêt en fait, à fabriquer des faux produits. Dernière question pour terminer ce petit panel de questions. Béatrice. Alors, on entend souvent que la blockchain n'est pas compatible avec le RGPD. Est-ce vraiment le cas? Moi, je ne peux pas répondre à une question comme ça en une minute, mais disons que le règlement, il a pour but de protéger les données personnelles et pour ce qui me concerne, plus particulièrement données de santé, données sensibles. Donc, on pourrait penser qu'effectivement, c'est incompatible avec la blockchain qui vise à fermer. Donc, mais sur l'effacement, par exemple, le RGPD qui dit je peux, si j'ai envie, effacer mon passé, la blockchain dit non, c'est écrit pour toujours. Si on prend l'exemple d'un patient qui participerait à un essai dans le cadre d'un système qui serait monté avec une blockchain dans lequel il aurait mis des données et qui voudrait les récupérer après, on peut s'interroger comme ça, de but en blanc, sur la compatibilité et répondre non. Maintenant, si on fait une analyse juridique, puisque c'est la partie sur laquelle j'interviens en tant qu'avocat ou en tant que chercheur, la réponse, elle n'est pas aussi catégorique. On ne peut pas donner une réponse oui ou non. La réponse n'est pas aussi catégorique et en fonction de la façon dont les protocoles seront montés, on pourra laisser à l'extérieur des données personnelles et donc utiliser pour d'autres usages, on va dire, la blockchain. Donc, il y a peut-être une coordination à mettre en place. Une incompatibilité absolue, je ne suis pas certaine. Il y a une logique d'organisation à mettre en place pour que les deux puissent bien cohabiter. En tout cas, c'est le sens des recherches que l'on mène en ce moment. Très bien, je vous remercie vraiment sincèrement tous les 5. Désolé, on doit aller très vite.